Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'un des sentiers les plus célèbres et les plus exigeants d'Europe, le GR20 en Corse. Vous voulez vous lancer sur le GR20 mais vous vous demandez quels sont les meilleurs refuges, hébergeries mais aussi ceux à éviter, eh bien vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, je vais comparer les différents refuges, hébergeries qui jalonnent ce parcours mythique afin de vous donner tous les éléments pour faire les meilleurs choix. Dans cette vidéo, nous évaluerons les aspects tels que le confort, les équipements, l'accueil, mais aussi les plus beaux endroits. Que vous soyez un randonneur expérimenté ou un amateur curieux, que vous souhaitiez faire le GR20 en entier ou seulement une nuit en refuge, préparez-vous à embarquer dans une exploration détaillée des hébergements du GR20. C'est parti! Pour commencer, petit disclaimer. Tout ce que je vais vous détailler dans cette vidéo provient des informations que j'ai pu recueillir sur place en Corse lors de mon GR20 qui a duré 12 jours. Si vous l'avez raté, je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo complète de mon parcours que vous pourrez retrouver juste ici sur ma chaîne YouTube. Et en fonction de quand vous regardez cette vidéo, sachez qu'il y a peut-être des éléments qui ont pu changer entre temps. Et dans un premier temps, je vais vous parler des prix pratiqués par les refuges. Comme ils dépendent tous du parc national et régional de la Corse, les 15 refuges officiels pratiquent tous les mêmes prix. Donc plus tard dans cette vidéo, quand je ne vous préciserai pas les prix, c'est parce que l'établissement dépend du parc national et régional de la Corse, et donc il pratique les prix que je vais vous détailler maintenant. Si vous choisissez de réserver vos refuges en avance, ce qui est conseillé, eh bien sachez que la nuit en dortoir vous coûtera 17 € par nuit et par personne. Si vous choisissez de prendre un emplacement de bivouac pour votre tente, cela vous coûtera 9 € par nuit et par personne. Et enfin, si vous choisissez de louer les tentes mises à disposition par les refuges, qui sont des tentes de place, ça vous coûtera 13 € plus les 9 € de la nuitée en bivouac par personne. Donc si vous êtes deux, ça vous fera 13 € plus 9 € x 2, donc 31 € au total. En vente directe auprès des gardiens sans réservation, comme j'ai fait donc lors de mon GR20, les tarifs sont pour les dortoirs de 30 €, pour les bivouacs de 18 € et enfin pour les tentes de 15 € plus le prix de la nuitée en bivouac sans réservation, donc 18 €. Donc on voit quand même que sans réservation ça passe presque du simple au double et donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger dans votre budget, surtout si on multiplie ça au nombre de nuits qu'il y a sur le GR20. Pour l'hébergerie c'est un peu différent mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti pour les 12 étapes du nord au sud et on commence tout de suite avec le refuge numéro 1, le refuge de l'Ortou. C'est le premier refuge que l'on croise au départ de Calenzana. Et l'étape pour y arriver est plutôt difficile. Vous faites plus de 1500 mètres de dénivelé positif et il y a une partie qui est assez technique. Une fois sur place, vous verrez qu'il y a beaucoup d'emplacements de bivouac, ce qui est un bon point. Mais par contre, ils sont un peu en contrebas et éloignés de tous les équipements et aménagements du refuge. En termes d'équipement, c'est pas trop mal. Il y a 4 douches séparées entre les hommes et les femmes, 2 lavabos juste à la sortie des douches pour pouvoir laver vos affaires. Il y a aussi plusieurs toilettes sèches, une cuisine d'extérieur et un terrain de pétanque. Une fois arrivé à ce premier refuge, vous découvrirez aussi à quoi ressemblent toutes les épiceries du parcours. Ils proposent des produits assez simples avec des prix un peu plus élevés. On va pas se mentir, ça fait le taf. Et malgré que ça soit le premier refuge, sachez que vous n'aurez pas de réseau au refuge de l'Ortou. Il y a bien une source d'eau là-bas, qui est à peu près à 100 mètres du refuge en continuant sur le GR. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais refuge, mais son point fort est aussi son point faible. C'est que le domaine est très étendu, mais il est aussi en pente. Donc en fait, ça fait qu'il y a beaucoup d'emplacements de bivouac, vous n'en manquerez pas, mais par contre, c'est très dispersé et vous pouvez être très loin des aménagements et des équipements du refuge, et parfois il faut pas mal marcher. On passe maintenant au refuge numéro 2 avec le refuge de Caruzzo. Sachez que pour arriver à ce refuge, l'étape est assez technique et vous allez passer certains passages assez difficiles. Et une fois arrivé au refuge, vous constaterez qu'il n'y aura toujours pas de réseau. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements de bivouac pour les tentes, donc n'arrivez pas trop tard parce que sinon vous risquez d'être mal installé. Contrairement au premier refuge, tous les équipements et aménagements sont proches des emplacements de tente, tout en étant assez loin pour ne pas être dérangé, ce qui est quand même appréciable. Il y a 3 douches, plusieurs lavabos pour laver ses affaires et encore une fois, plusieurs toilettes sèches. L'épicerie propose des produits locaux et il y a une terrasse qui est vraiment très sympa avec la vue sur la mer au loin, je vous conseille vraiment d'aller prendre une bière là-bas.
Mais le gros plus de ce deuxième refuge, c'est la cascade qui s'y trouve à 15 minutes à pied juste après le refuge sur le GR au niveau de la passerelle. Si vous arrivez assez tôt, vous aurez peut-être la chance, comme nous, d'être les seuls sur ce spot magnifique. Et après une journée de randonnée, ça fait vraiment du bien de pouvoir se baigner dans les vasques. On passe maintenant au refuge numéro 3, qui n'en est pas vraiment un, qui est le refuge d'Ascaux. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien plus qu'un simple refuge. C'est une station de ski avec un refuge et un hôtel. Et pour arriver à cette station, il va falloir le mériter parce que l'étape est plutôt compliquée. Dès le matin, vous allez attaquer de la montée juste après la passerelle sur des plaques rocheuses qui sont vraiment pas agréables. Et je peux vous assurer que nous aussi, on en a fait les frais et en plus, il y a des passages un peu techniques et je peux vous dire que nous, cette montée, on s'en souviendra. Et encore une fois, malgré que ça soit une station de ski, ne vous attendez pas à avoir du réseau. Sauf si vous êtes des petits chanceux et que vous êtes chez Orange. Et pour les plus courageux d'entre vous, il y a aussi une petite rivière entre le refuge et l'hôtel, donc je vous invite à aller vous baigner, mais l'eau y est très fraîche. Le vrai avantage ici, c'est l'hôtel, parce qu'il prend la carte et qu'il y a un restaurant qui vous propose des menus et un large choix. Mais il y a aussi une pharmacie et par exemple, ils vendent des équipements de randonnée comme des bâtons de marche. Je vous le dis aussi tout de suite, même si certains établissements prennent la carte sur le parcours, ils ne feront pas de cashback. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer 50 € en carte en échange de 50 € en espèces. Et ça, c'est sur toute la durée du parcours. Donc prévoyez bien assez de cash pour toute l'aventure. Pour l'étape numéro 4, vous allez passer par le massif du Monte Cinto. C'est le sommet de la Corse, mais c'est aussi l'étape la plus longue et la plus difficile de tout le GR20, donc assurez-vous de bien manger et bien dormir la veille. Et pour la fin de cette 4e étape, le refuge est normalement le refuge de Tijetu. Et pour la première fois dans cette vidéo, je vais vous conseiller une bergerie, et pas n'importe laquelle, la bergerie de Ballone, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Sur le GR20, vous avez donc les refuges qui dépendent du parc national et régional de la Corse, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais vous avez aussi une dizaine de bergeries qui n'en dépendent pas. Et cette différence, elle est très importante. En fait, les bergeries sont tenues par des indépendants et pour la plupart d'entre elles, c'est des familles qui se transmettent les structures de génération en génération. Bien souvent, vous pouvez retrouver les animaux en pâture tout autour de la bergerie qui les aident à être autonomes en termes de ravitaillement. Généralement, ils fabriquent plusieurs produits eux-mêmes comme du fromage et du saucisson. Comme dans les refuges, l'ambiance y est chaleureuse et les gérants font ressentir leur passion pour la montagne corse jusque dans leurs assiettes. Donc après une grosse journée de randonnée comme vous venez de faire après le Monte Cinto, la bergerie de Ballone est selon moi le meilleur endroit pour dormir le soir. Mais parlons un peu plus de cette bergerie. Malheureusement, vous n'aurez toujours pas de réseau à la bergerie de Ballone. Mais par contre, les emplacements de tentes et de bivouac sont à 8,50 €. C'est presque 10 € moins cher qu'en refuge. C'est une famille de Corse qui tient la bergerie et ils sont vraiment adorables. Je vous conseille de goûter le fromage de brebis de la Mama et le saucisson, c'est vraiment des tueries. Les emplacements de tentes, que ce soit les tentes allouées ou les emplacements de bivouac, sont disposés tout autour de la bergerie et parfois même il y a des pierres pour protéger du vent. La source d'eau, les 2 douches et les toilettes classiques sont disposées juste à côté des emplacements de bivouac, ce qui les rend très accessibles. Et encore une fois, vous avez des belles vasques qui sont à 2 minutes à pied en dessous de la bergerie. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez découvrir les ambiances des bergeries, la bergerie de Ballone, pour moi, c'est une bonne première option et je vous conseille vraiment de vous y arrêter. Ça vous permettra aussi de prendre un peu d'avance sur l'étape du lendemain par rapport à ceux qui dormiront au refuge de Tijetu, qui est à peu près 30 minutes en amont. Bon, je m'excuse d'avance pour la prononciation, mais pour l'étape numéro 5, au lieu de nous arrêter à Ciotolo di Mori, nous avons choisi de continuer et de pousser jusqu'au Castello di Vergio. Cela nous a permis de couper l'étape du lendemain en 2. Après les 4 premiers jours qui étaient quand même assez techniques et difficiles, c'est vraiment une étape qui est bienvenue. Je la considère comme plutôt tranquille, sans passage technique, mais elle est quand même un petit peu longue. C'est un bivouac qui dépend de l'hôtel qui est juste à côté, et l'emplacement de la tente est à 10 €. Donc c'est toujours moins cher que les refuges du parc national et régional de la Corse, et en plus, ils prennent la carte. En plus de ça, l'hôtel et le bivouac sont quand même super bien équipés. Ils proposent un self-service, 8 douches et 8 vraies toilettes qui sont séparées entre les hommes et les femmes, qui sont en plus très bien entretenues, une cuisine extérieure, une épicerie, une petite pharmacie et des emplacements de tentes qui sont sur l'herbe, ce qui est quand même un vrai plus. On passe maintenant au refuge numéro 6, qui est le refuge de Manganu.
Pour l'atteindre, ça sera vraiment une étape très tranquille avec un passage au lac Nino et aussi à côté de Pozzi vraiment magnifique. Il n'y a aucun passage technique et en plus de ça, vous vous rappelez la veille, on avait coupé l'étape en deux donc c'est plus rapide et plus simple. Vous y trouverez une petite épicerie, une superbe terrasse et des emplacements de bivouac au milieu des vaches juste à côté de la rivière. Mais pour ce refuge, les emplacements de tente sont assez limités, donc essayez de ne pas arriver trop tard. Les douches sont un peu particulières, c'est les seules de tout le parcours que j'ai vu comme ça. Elles sont limitées à 6 minutes avec un timer, et juste à côté d'elles, vous avez les toilettes sèches. Il y a aussi une rivière en contrebas du refuge dans laquelle vous pouvez vous baigner en plein soleil si vous n'arrivez pas trop tard. Ce refuge n'est pas le meilleur en termes d'équipement, mais il y a un très bon accueil, contrairement à la bergerie qui le précède, la bergerie de Vacalcia. On a eu beaucoup de retours négatifs sur les équipements, mais aussi sur l'accueil de cette bergerie. Personnellement, j'y suis passé, et effectivement, on a plutôt été mal accueillis. C'est d'ailleurs un moment assez drôle de ma vidéo sur le GR20 que vous pouvez retrouver juste ici. En fait, on a demandé s'il y avait des toilettes, et le gérant nous a dit qu'il n'y en avait pas, et on a presque été chassés de cette bergerie. Donc, moi je vous conseille de l'éviter si vous pouvez, et d'aller plutôt au refuge de Manganou qui est juste après. On passe maintenant au refuge numéro 7 avec le refuge de Londa. Encore une fois, nous avons choisi de doubler une étape en ne passant pas par le refuge de Pietrapiana. Le refuge de Londa se trouve justement quelques kilomètres après ce refuge de Pietrapiana où on s'est seulement arrêté pour manger et de ce que j'ai vu, il avait l'air d'être plutôt pas mal. Pour la fin d'étape, afin de rejoindre le refuge de Londa, donc juste après le refuge de Pietrapiana, vous avez le choix entre le chemin classique du GR qui passe dans la vallée où vous pouvez trouver des superbes vasques, ou prendre la variante alpine comme nous avons fait qui passe par les crêtes juste au-dessus du refuge. Cette variante n'est pas très technique, par contre faites attention parce qu'il y a eu énormément de vent et ça peut être assez impressionnant. Une fois arrivé au refuge de Londa, vous remarquerez que les emplacements de tentes, que ce soit les tentes à louer ou les emplacements de bivouac, sont au milieu d'un enclos. Et en fait ça c'est pour protéger les randonneurs des différents animaux qui vivent proche du refuge, comme les mules, les chevaux, les brebis ou encore les chiens. Il n'y a pas beaucoup de place de bivouac dans cet enclos, donc évitez d'arriver trop tard. Il n'y avait toujours pas de réseau, mais c'est l'un des rares refuges avec de la bière pression, et ça fait plaisir. En revanche, les toilettes étaient des toilettes à la turque, donc vraiment pas top, avec juste à côté les 3 douches. Il y avait aussi des lavabos pour laver ses affaires, une cuisine extérieure et une petite épicerie, comme dans la plupart des refuges. Le rechargement des appareils électroniques coûte 1 €. C'est vrai que je ne l'ai pas dit précédemment, mais dans la plupart des refuges, ils mettent des multiprises à disposition, mais bon, il faut souvent patienter pour avoir une place. Il y a une rivière qui coule juste à côté du refuge, avec quelques-unes des plus belles vasques que j'ai pu voir sur le parcours, et je vous mets quelques images pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'endroit paradisiaque que c'était. En conclusion, le cadre du refuge de Londa est vraiment pas mal, avec une rivière et des animaux un petit peu tout autour du refuge, on est vraiment en immersion. En revanche, c'est quand même dommage que les équipements soient vraiment moins bien que la plupart des autres refuges, même s'il y a eu un petit point positif dans les retours des randonneurs, c'est le repas du soir qui était quand même bon et en grosse quantité. On passe maintenant au 8e refuge de ce parcours sur le GR20 qui est le refuge de Vizzavona. Vizzavona, c'est un village-étape, le seul traversé par la route et par une gare de tout le parcours, et c'est un petit peu un retour à la civilisation après plusieurs jours passés sur le GR20 dans la nature. Symboliquement, c'est aussi le point de partage entre le GR20 Nord et le GR20 Sud. Les emplacements de tente au refuge sont très restreints et en plus ils n'ont pas beaucoup de charme, par contre ils ne coûtent que 9 €. Il y a de vraies toilettes, 4 douches, une toute petite épicerie, une cuisine extérieure et on peut aussi y jouer à la pétanque. Le seul avantage de ce refuge, c'est qu'il est situé dans le village, donc juste à côté du bar et des hôtels qui eux proposent de la restauration. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a aussi une gare à Vizzavona et ça amène beaucoup de nouveaux randonneurs qui sont là à la journée ou seulement pour faire la partie nord ou sud du GR20 et eux ils sont pas fatigués et malheureusement ça s'entend le soir quand toi tu veux dormir. Aujourd'hui si c'était à refaire, je prendrais une nuit en hôtel, je trouve ça pas déconnant, à plus de la moitié du parcours, de pouvoir bien se reposer. Pour l'étape numéro 9, on a aussi choisi de doubler une étape en s'arrêtant au relais du col de Verdé, juste avant le refuge de Prati. L'étape est vraiment tranquille, on a juste eu la malchance de se prendre l'orage du siècle sur les 2 dernières heures de marche,
mais le relais du col de Verdey était une belle récompense à la fin. On y est allé sur des recommandations de randonneurs et on a bien fait de s'arrêter et je vais vous dire pourquoi. Les emplacements de tente sont dans la forêt et ne coûtent que 10 €. Et pour ceux qui dorment en dortoir, il y a même des petits chalets au milieu de la forêt, c'est très sympa. Il y a de vraies toilettes, 4 douches, des lavabos pour laver ses affaires, et en revanche, l'épicerie, je pense que c'est une des plus petites qu'on a vues sur tout le parcours du GR20. C'est le seul endroit de tout le GR20 où on a choisi de manger le soir et de ne pas manger nos plats lyophilisés, et je peux vous dire qu'on n'a pas regretté. En discutant pendant le repas avec les autres randonneurs qui avaient déjà fait les autres refuges, ils étaient tous d'accord pour s'accorder à dire que c'était le meilleur repas de tout le GR20, mais aussi le meilleur rapport qualité-prix. En fait, je pense que leur point fort, c'est d'avoir une cheminée en plein milieu de la salle à manger, où ils font des grillades pour le repas du soir. Le point positif de ce relais, c'est qu'il est vraiment différent de tous les autres hébergements qu'on a pu voir sur le GR20, donc je vous conseille vraiment de vous y arrêter. Le lendemain, pour l'étape numéro 10, nous sommes allés jusqu'au refuge d'Offiolou, perché à flanc de montagne. Cette étape est un petit peu plus technique, malgré qu'elle soit dans la partie sud, parce qu'on y passe par des crêtes et il y a des montées qui sont interminables. Les emplacements de tente sont vraiment très beaux, avec certains spots qui sont vraiment incroyables, avec une superbe vue sur la montagne d'en face. Mais comme au premier refuge, les emplacements sont un petit peu en pente, et du coup si tu es tout en bas, tu dois tout remonter pour accéder aux aménagements et aux équipements du refuge. Il y a une petite épicerie qui sert aussi de service de restauration pour le repas du soir, et de ce qu'on a vu et aussi des retours des différents randonneurs qui y ont mangé, le repas ce soir-là était vraiment pas fameux. Il y a 4 douches et des toilettes sèches qui vraiment puent la mort. Alors je sais qu'il ne faut pas s'attendre à du 5 étoiles quand on est en montagne et que la gestion des refuges est parfois difficile au niveau de l'hygiène, mais pour moi il y a quand même un minimum à avoir et en tout cas là c'était pas le cas. Il y a très peu de place et d'endroits mis à disposition pour manger et s'installer, malgré une salle de restauration qui peut contenir entre 20 et 30 personnes, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Vous l'aurez compris, ce refuge n'est pas incroyable au niveau de l'accueil et des services qui sont quasi inexistants, mais en tout cas la vue et le coucher de soleil valent vraiment le détour. On passe maintenant au 11e et dernier refuge de notre parcours sur le GR20, le refuge d'Assino. Pour y arriver, nous avons emprunté la variante alpine qui est indiquée comme fermée mais qui est totalement praticable. Il faut juste faire attention parce qu'ils ont effacé le balisage, donc prenez bien votre trace GPS en main. Malheureusement, au printemps 2016, ce refuge a été victime d'un accident et a été incendié. Et aujourd'hui, la structure n'est toujours pas reconstruite et il y a un Algeco à la place. Les emplacements de tentes ne sont pas très nombreux et en plus de ça, ils sont un peu collés les uns aux autres. Un des gros points négatifs de ce refuge, c'est qu'il n'y a aucune place pour manger à l'intérieur. Donc si jamais il se met à pleuvoir, c'est tout le monde dans les tentes. Il y a 2 douches froides qui sont vraiment très rustiques et qui en plus de ça ne sont pas forcément très bien entretenues. Et il y a aussi des toilettes sèches qui puent la mort comme le refuge d'avant. En fonction de l'ensoleillement, le gardien pourra éventuellement recharger vos batteries, mais ce n'est pas toujours le cas car ils dépendent uniquement de l'énergie solaire. Je ne me souviens pas avoir vu de cuisine extérieure ou quelque chose qui s'en rapproche, donc c'est clairement pas le mieux équipé de tous les refuges du parcours, mais en tout cas la vue sur les aiguilles de Bavela vaut vraiment le coup. Nous avons ensuite rejoint Conca le lendemain en effectuant une grosse étape de plus de 25 km et en passant par la variante alpine des aiguilles de Bavela. Vous l'aurez compris, tous les refuges et bergeries ne se valent pas sur le GR20, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à planifier votre parcours. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez encore plein de questions sur le GR20, comme par exemple, quel est le budget ou quelle est la difficulté de cette aventure? Eh bien, rassurez-vous, car j'ai fait une vidéo complète sur le sujet où je vous partage les 10 choses essentielles à savoir avant de partir pour cette aventure mythique. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici, et j'y partage mes différents conseils et astuces en termes de préparation, d'équipement ou encore la période idéale à laquelle partir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a été utile et que tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like, mais surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!